Zone Europe. Bonjour à tous et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Bruxelles et réalisée en association avec TV78. Voici le sommaire de ce nouveau numéro, un numéro spécial franco-allemand. C'est une discipline sportive dont les Allemands et les Français raffolent, le catch. Nous recevrons Clément Petiot alias Tristan Archer. Dans notre rubrique culture, nous vous parlerons de Romy Schneider, une actrice allemande aux nombreux succès, de Sissi Impératrice à La Piscine. Voyager dans l'assiette, le chef pâtissier Christophe Leffel nous redévoilera sa recette de la forêt noire. Mais tout de suite, on s'intéresse au jumelage entre la France et l'Allemagne, une façon de favoriser l'amitié franco-allemande. Zone Europe. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Marc Milutinovic, secrétaire général adjoint de la Maison de l'Europe et conseiller municipal en charge des relations internationales de Saint-Germain-en-Laye. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler ensemble du jumelage de Saint-Germain-en-Laye et Aschaffenbourg, une ville d'Allemagne. Avant tout, pourquoi de nombreuses villes de France sont jumelées avec des villes allemandes? D'où ça vient? Alors écoutez, je pense que ça vient à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, de cette horreur qui a eu lieu. Les dirigeants de l'époque ont pensé plus jamais ça. Et une des façons de dire plus jamais ça, c'est de dire que les peuples doivent se connaître. Et qu'est-ce qui a été finalement le plus petit dénominateur commun? C'est le niveau de la commune. Et il y a eu tout un processus qui a eu lieu, qui a été ensuite officialisé par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer par le traité de l'Élysée en 1963, pour se dire si la population se connaît à travers des jumelages, eh bien, ils n'auront peut-être pas envie de faire la guerre. Voilà, c'est peut-être un peu simple, mais c'est quelque chose qui a fonctionné. Et les jumelages ont été créés en France, vraiment avec les villes allemandes ou éventuellement autrichiennes, dès le départ. Et comment est choisi justement le jumelage entre une ville française et une ville allemande? Est-ce qu'on définit des points communs ou est-ce que c'est surtout une rencontre finalement? Alors je pense que c'est un peu le mélange des deux. Je peux vous parler un peu plus spécifiquement du jumelage entre Saint-Germain-en-Laye et la ville d'Aschaffenbourg en Allemagne, où il y a eu une demande de M. Chastain, qui était le maire de l'époque, puisque c'était quelque chose qui était important pour la ville de Saint-Germain, qui a toujours été une ville très ouverte et très internationale, de créer un jumelage. Et donc, il a envoyé quelqu'un de son équipe municipale pour voir quel type de ville pouvait être jumelée. Et il y a eu des relations. Et ils sont tombés, entre guillemets, sur Aschaffenbourg, qui est une ville qui a à peu près la même taille, qui a des mêmes caractéristiques. Elle a un château, c'est près d'un fleuve, etc. Et donc, il est tombé naturel que finalement, Aschaffenbourg allait être la ville jumelle de Saint-Germain-en-Laye. Alors le but de ces jumelages est d'encourager la coopération entre les villes et l'entente mutuelle entre leurs habitants. C'est aussi un symbole fort de l'amitié entre les deux pays. Saint-Germain-en-Laye est jumelé avec la ville d'Aschaffenbourg. Comment ce jumelage a-t-il été mis en place après justement cette rencontre? Alors, il a donc été officialisé par ce qu'on appelle un traité d'amitié qui date donc d'avril 1975 et qui a permis des échanges, qui a permis surtout de se connaître au niveau des élus. Parce qu'un jumelage est un jumelage entre deux villes. Il se trouve qu'à Saint-Germain-en-Laye, nous avons 5 jumelages en tout, mais nous avons des associations qui font vivre les jumelages et qui ne sont pas liés à la municipalité, mais qui ont des représentants de la municipalité en leur sein. Donc, si vous voulez, ces associations font vivre, vis-à-vis de leur population, en Allemagne comme en France, un certain nombre d'activités, et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors les deux villes ont été jumelées, vous l'avez dit, en avril 1975. Aujourd'hui, de nombreuses villes françaises continuent à se jumeler avec des villes étrangères. Est-ce que ces jumelages sont aussi pertinents qu'à l'époque où l'enjeu et le symbole étaient beaucoup plus forts finalement? Alors, effectivement, il y a eu le départ, ces villes allemandes, ces jumelages avec villes allemandes éventuellement autrichiennes, mais on s'est rendu compte, et les municipalités se sont rendues compte, qu'il y avait ici un terreau, une richesse de fraternité et d'ouverture à l'autre, et de permettre à nos populations de connaître d'autres populations, d'autres cultures. Et c'est quelque chose qui continue. Et je prends un exemple, par exemple, très concret. Pendant le premier confinement, au mois de mars, comme je vous ai dit, nous sommes jumelés avec 5 villes. Nous avons fait
une étude de comment se passait le confinement dans nos pays, dans nos villes jumelles. C'est une information que l'on a donnée à nos concitoyens. Parce qu'il est important de maintenir ce lien entre nos populations, tout simplement. Alors de nombreux échanges scolaires sont notamment possibles grâce à ce jumelage. C'est finalement une union qui se crée entre les deux villes. Est-ce que l'apprentissage de la culture allemande est un élément important dans les établissements scolaires de Saint-Germain-en-Laye et pourquoi ? Alors, l'apprentissage de la culture de l'autre, j'ai envie de dire, d'une manière générale, et de l'allemand, culture allemande en particulier, est primordial. Saint-Germain-en-Laye est une ville qui a 22 000 scolaires. Pour une population de près de 50 000 habitants, c'est énorme. On a beaucoup de lycées. On a entre autres le lycée international. Et nous avons des sections allemandes dans au moins deux collèges. Le collège des Haut-Griers et le collège du lycée international. Et donc, on risque d'en ouvrir d'autres. Et il y a d'autres sections, d'autres pays. Donc, si vous voulez, oui, c'est très important que nos jeunes, que les jeunes qui fréquentent nos établissements scolaires, aient en plus une culture, j'ai envie de dire, classique, cette ouverture d'esprit. Parce que cette ouverture d'esprit est quelque chose qui donne une fraternité, qui donne quelque chose de plus, un petit plus, par rapport aux autres. Et comment se passent justement ces échanges scolaires entre les deux villes ? Alors, les échanges scolaires ont lieu avec un système d'appairement entre le lycée international d'un côté, le collège des Haut-Griers de l'autre, et un collège d'Allemagne, et donc c'est en l'occurrence sous leur égide, c'est-à-dire sous l'égide de l'éducation nationale et de leur équivalent en Allemagne, que se font ces échanges. La ville étant jumelée, les activités dont s'occupe l'association de jumelage n'est pas directement en prise directe sur ces échanges, puisqu'il s'agit d'échanges plus institutionnels au niveau des éducations nationales. Et est-ce que vous avez développé justement des projets en commun avec la ville d'Aschaffenbourg, hormis les échanges scolaires ? Alors, il y a beaucoup de projets en commun avec la ville d'Aschaffenbourg, à travers l'association qui est notre association partenaire en Allemagne à Aschaffenbourg. Il y a eu des formations, il y a eu des échanges où nous avons reçu des agents de la ville, et ce aussi à travers la Maison de l'Europe des Yvelines. C'est là où où ce recoupement est très très important. Nous avons envoyé des agents de la ville de Saint-Germain à Aschaffenbourg, notamment grâce à des programmes Erasmus, mais dans cette ville d'Aschaffenbourg parce que nous sommes jumelés plutôt qu'une autre. Donc vous voyez tout ce genre de choses. Il y a eu des échanges d'institutions, les pompiers sont venus, et puis les échanges sportifs. Donc on essaie d'ouvrir au maximum ce genre d'échanges et d'interrelations entre nos deux villes. Alors pour fêter les 45 ans du jumelage, Arnaud Péricard, l'actuel maire de Saint-Germain-en-Laye, et Jürgen Herzing, le maire d'Aschaffenbourg, avaient prévu de célébrer ensemble cette date anniversaire. Avec la crise sanitaire, la rencontre n'a pas pu avoir lieu, mais une visioconférence finalement a eu lieu. Pour l'occasion, Jürgen Herzing a rappelé, je cite, « Afin de préserver les valeurs et l'Union européenne, il est important de combattre tous les préjugés entre les populations des pays européens. Ceci ne peut être réalisé que si les gens se rendent visite régulièrement afin d'apprendre et se connaître. » Est-ce que finalement la connaissance et l'apprentissage de l'autre, ce sont des valeurs importantes du jumelage entre les deux villes ? C'est à mon avis primordial. Parce que le but de jumelage, et même aujourd'hui en 2020-21, c'est justement la connaissance de l'autre. C'est de savoir oublier ses préjugés, si éventuellement on en a. Heureusement, je pense qu'on en a de moins en moins, quels que soient les pays d'ailleurs, mais c'est l'ouverture à l'autre, c'est cette tolérance, cette fraternité qui existe. Et je crois que Saint-Germain-en-Laye est une ville, j'ai presque envie de dire, exemplaire là-dessus. On a, et vous avez cité Arnaud Péricard et le maire Jürgen Herzing, ce sont deux personnalités qui ont ça dans leur sang, qui sont dans leur ADN. Et l'ADN de la ville de Saint-Germain et d'Aschaffenbourg, c'est la connaissance, c'est l'ouverture et c'est la tolérance de l'autre. Et aujourd'hui, vous direz que de toute façon, il est important de s'intéresser aux cultures, aux autres et aux cultures des autres pour s'ouvrir à d'autres horizons ? Il me paraît absolument impossible de ne pas s'ouvrir à d'autres horizons, de ne pas s'ouvrir à d'autres cultures. Nous ne sommes pas l'irréductible village gaulois d'Astérix, qui était très sympathique en bande dessinée, et c'est évident, mais n'a pas vraiment aujourd'hui, en Europe et dans le monde, de réalité. Parce que on ne peut pas vivre tout seul, ça n'est pas possible. On vit dans un environnement. Je veux dire,
vous êtes en face de moi, je suis en face de vous, on ne se connaît pas, mais on va se connaître. Et si on ne se connaît pas, et si on ne s'apprécie pas, on ne peut pas travailler. On ne va pas mettre une barrière entre nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on met des barrières, je pense qu'on va se rétrécir, aussi bien l'esprit que le cœur. Et si on devait résumer très rapidement ce jumelage en quelques mots, lesquels vous choisiriez ? Est-ce que ça serait le partage, l'échange, le partage des cultures ? Je dirais que c'est l'amitié. L'amitié entre deux peuples. L'amitié qui se crée avec les actions qui ont été faites et qui vont se faire. Je vous donne un exemple très concret. La ville d'Aschaffenbourg a donné à Saint-Germain-en-Laye une cabine téléphonique allemande pour créer une bibliobox dans le cadre notamment de la Maison de l'Europe. C'est quelque chose qui prouve l'amitié. Et aujourd'hui, je peux vous dire que sur la place du marché, il y a énormément de gens qui vont ouvrir cette cabine téléphonique pour prendre des livres à l'intérieur. Ça fait partie, à mon avis, c'est un exemple, parmi d'autres, de ce qui représente le jumelage Aschaffenbourg-Saint-Germain-en-Laye. Merci beaucoup, Marc Milutinovic, d'avoir été avec nous sur Sensation. Sissi Impératrice, La Piscine, Max et les Ferrailleurs, autant de films dans lesquels Romy Schneider a joué. Romy Schneider, c'est une actrice allemande naturalisée française. Thomas Fleischer et Matt Finance nous en disent plus. Zone Europe. Romy Schneider est née en 1938 à Vienne. Elle est issue d'une famille d'artistes, aussi bien du côté maternel que paternel. Bien que voulant au début être décoratrice ou illustratrice, elle rêve de devenir actrice. En 1953, grâce à sa mère Magda, qui joue dans le film, elle tourne son premier long métrage, Les Lilas Blancs, elle a 15 ans. Mais bien évidemment, ce sont les Sissi, dont le premier date de 1955, qui vont rester dans les mémoires. Et elle n'en aura pas un grand souvenir, paraît-il ? Non, car elle ne comprend pas pourquoi on veut donner une suite au premier film, et elle en a déjà un peu marre de l'image idéalisée que les films véhiculent. N'empêche, les films cartonnent, et en 1958, on l'appelle en France pour tourner Christine, et comme elle a la possibilité de choisir son partenaire, elle choisit le jeune premier, qui est alors Alain Delon. Leur relation ne se limitera pas à ce film, non ? Effectivement, puisqu'en 1959, ils se fiancent et vivront une relation jusqu'en 1963 quand Delon la quittera. Durant cette période, elle tournera quelques films, mais moins que Delon qui, lui, explose. Néanmoins, Hollywood va la demander et elle se verra proposer un contrat chez la Columbia. Mais malgré des succès comme Le Cardinal de Preminger, elle va faire annuler son contrat et revient en France où elle tourne là aussi quelques films, L'Enfer de Clouseau par exemple. Et l'Allemagne dans tout ça ? Alors l'Allemagne, elle va y retourner et même se marier avec un acteur et metteur en scène allemand, Harry Mayen. Après la naissance de leur fils David, elle prend du recul et reste à la maison à Berlin pour s'occuper de sa vie de famille. Sa carrière va redémarrer en France grâce à Delon, comme par hasard, qui suggère à Jacques Deray de l'engager sur le tournage de La Piscine à Ramatuelle. À partir de là, elle va entamer une vraie carrière française avec des succès comme Les choses de la vie, Le train, Max et les ferrailleurs, L'important c'est d'aimer, César et Rosalie, Le vieux fusil, Garde à vue, etc., etc. Elle remportera même 2 Césars. En parallèle de sa carrière, c'est une vie tourmentée également, non ? Oui, tout à fait. Alors, il y a divers déboires sentimentaux, des soucis de santé, le suicide de son premier mari, Harry Mayen, la naissance difficile de sa fille Sarah, la mort malheureusement plus que tragique de son fils David et sa propre mort en 82 à seulement 43 ans. Les prénoms de ses enfants ne sont pas anodins, David et Sarah, n'est-ce pas ? Non, du tout. Et c'est dans l'amitié franco-allemande que représente Romy Schneider le renvoi à ce qu'a vécu sa génération, et elle en particulier. Elle dira quand même un jour, je crois que ma mère avait une relation avec Hitler. C'est-à-dire que la famille d'artistes dans laquelle elle est née avait de sérieuses accointances, voire des accointances sérieuses avec le régime nazi. En 1938, par exemple, quelques mois après sa naissance, la famille quitte Vienne et vient s'installer non loin du nid d'aigle d'Hitler. Martin Bormann, une des têtes pensantes du parti nazi, est un ami de la famille. Magda Schneider, donc la mère de Romy, a par exemple été exemptée d'impôts par le ministère de la propagande nazie, et les enfants Bormann joueront avec la petite Romy. Entre autres choses, question rapprochement des parents de Romy avec Hitler et le régime. Et le regard de Romy Schneider là-dessus ? Alors pour elle, ça sera surtout une volonté de s'affranchir de ce passé un tantinet lourd, justement. Des prénoms hébraïques pour ses enfants. Pour mémoire, Harry Mayen, son premier mari, était juif, même si on imagine bien qu'elle ne l'a pas épousé juste pour cette raison. Il y a son rôle dans La Passante du Sans Souci ou Le Vieux Fusil, qui illustre aussi cette volonté. Et elle sera enterrée avec une étoile de David autour du cou, ce qui est plutôt symbolique. Une conclusion, une anecdote ?
Premièrement, Romy Schneider était, c'est juste une évidence, une très grande et très belle actrice. Près de 40 ans après sa mort, on parle toujours d'elle et ses rôles ont marqué l'imaginaire des spectateurs ou marqueront ceux qui ne connaissent pas encore sa filmo. Ensuite, à l'instar de certains autres, elle a incarné à la fois ce rapprochement franco-allemand comme une synthèse artistique de ce qu'Adenauer et De Gaulle ont réalisé en politique à la même époque, tout en devant supporter ce que cette génération d'Allemands nés juste avant la guerre ont dû affronter vis-à-vis de leur passé, qu'il soit national ou très personnel. Romy Schneider, c'est un genre de destin à la Marilyn Monroe. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a besoin de dire Schneider ou Monroe quand Romy ou Marilyn suffisent? Pour l'anecdote, on a un film qui aurait dû être tourné, intitulé L'un contre l'autre, qui aurait dû réunir encore une fois Alain Delon et Romy Schneider. Bien évidemment, le projet a été abandonné au décès de Romy Schneider. On va parler de sport à présent, ou plutôt de spectacle. Le catcheur Clément Petiot, alias Tristan Archer, est l'invité de Jesse Willens. Zone Europe sur Sensation. L'amitié franco-allemande, les relations franco-allemandes sous un angle inattendu, vous allez le voir. 35 ans, 1m80, 95 kg, je reçois le catcheur français Tristan Archer. Bonjour. Bonjour. Alors avant de s'intéresser à vous et à votre parcours, je voudrais que nous évoquions ensemble le catch européen. Quelle place l'Allemagne donne-t-elle au catch ? Une très grosse place en Allemagne au niveau du catch. C'est le deuxième plus gros pays de catch en Europe, après l'Angleterre. Il y a un très gros marché actuellement en Allemagne pour le catch. Et par rapport à la France, comment le catch est-il perçu en Allemagne ? Est-ce que ce sont des shows plus impressionnants ? Est-ce que le public est encore plus fan ? Alors, il y a beaucoup de fans français qui se déplacent en Allemagne, qui ont des places réservées à l'année sur des shows de la WXW, fédération dans laquelle je travaille, qui vend peut-être, je crois, les places au premier rang dans les 160 ou 200 euros. Et ils ont leur place à l'année, donc je vous laisse imaginer un petit peu l'engouement des fans français pour le produit allemand. Et vous catchez régulièrement en Allemagne. Comment un catcheur français comme vous est-il perçu ? On me prend pour mes qualités. Au début, ça n'a pas été forcément évident parce que je ne correspond pas forcément aux critères allemands de par ma façon de catcher. Ils ont une façon de catcher qui est un petit peu particulière. Moi, j'ai appris à l'étranger, au Canada. Donc, il y a un petit clash de style. Mais au final, en voyant mes performances et en voyant ma façon, mon interaction avec les gens et la sympathie que j'arrive à avoir auprès des fans allemands, ça se passe plutôt bien. Alors justement, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des codes différents dans les différentes prises, dans la façon de faire le catch d'un pays à un autre ou pas ? Ça dépend des pays. En Allemagne, non. C'est juste une construction de match qui est un petit peu différente. À chaque fois qu'on fait un match de catch, on essaie de raconter une histoire, de travailler autour de quelque chose. Par exemple, je vais essayer de travailler autour du bras de la personne parce que je sais que sa prise de fin, sa finition, il doit se servir de son bras. Donc c'est des choses comme ça qui diffèrent un peu entre la France et l'Allemagne. Après, on travaille tous du même côté, on travaille tous sur la partie gauche. À chaque fois qu'on va aller travailler ou attaquer le membre de l'adversaire, ça va être soit le bras gauche, soit la jambe gauche. Le seul pays qui est un petit peu différent, c'est le Mexique, et ils font ça du côté droit. Et comment est-ce qu'un catcheur comme vous arrive à se démarquer en Allemagne ? Comment sont vos adversaires allemands ? Alors mes adversaires allemands, ils sont un petit peu plus bruts de décoffrage, on va dire. On va dire que esthétiquement, ils sont pas très esthétiques. Voilà, ils sont très nature en fait. Ils vont à la salle, mais ils font pas spécialement attention à ce qu'ils mangent. Du coup, ils ont un physique, une carcasse en fait, sans être trop dessinés, alors que moi, à l'opposé, je vais à la salle, je fais attention à ce que je mange, du coup j'ai un physique qui est plus dessiné, du coup je suis aussi un petit peu plus vif parce que j'ai moins de gras entre guillemets. C'est ce qui fait la différence dans mon style par rapport au leur. Et quelles sont les têtes d'affiche justement du catch allemand et quels sont leurs points forts ? Alors leur point fort, c'est qu'ils, pour la fédération, je ne vais pas parler des catcheurs, mais pour leur fédération, c'est qu'ils ont des structures incroyables, des écrans géants, feux d'artifice. Ils ont vraiment quelque chose qui est très structuré, légal, enregistré. C'est une société, du coup ça leur permet de se produire dans beaucoup d'endroits. Ils sont aussi diffusés sur le WWE Network, ce qui est l'équivalent du Netflix du catch. Donc ils ont réellement une énorme exposition. Et pour leur catcheur, il y a Bobby Guns qui est actuellement champion
Il y a Lucky Kid qui actuellement travaille aussi à NXT UK. Ils ont beaucoup de catcheurs qui travaillent actuellement à la WWE à NXT UK, ce qui est l'équivalent de, je sais pas comment vous dire ça, mais une sorte de Ligue 2 de la WWE, mais en Europe, qui s'est implantée en Europe. Donc ils ont beaucoup de leurs catcheurs qui travaillent là-bas, Isla Dragunov, Walter, entre autres. Donc vraiment un gros produit de catch. Il y a pas mal de têtes d'affiche aussi. Et justement, en Europe, quels sont les pays où le catch est développé? L'Allemagne, l'Angleterre, et je crois qu'on a fait le tour. En France, c'est le problème de la France, c'est qu'on n'a pas encore cette reconnaissance en tant que sport, puisqu'on n'est ni reconnu par le ministère des Sports, ni reconnu par le ministère de la Culture. Donc on n'est ni sportif, ni intermittent du spectacle. Donc c'est extrêmement compliqué d'avoir cette reconnaissance auprès du public, puisque même nous, on n'a pas de reconnaissance auprès de la législation. Donc on essaie de faire ça au mieux. Et puis voilà, quoi. Et est-ce que le catch, d'une certaine manière, c'est un sport qui permet de rapprocher les Européens autour d'une passion commune? Ah oui, clairement. Bah, c'est un petit peu comme tous les sports, hein. Il y a plus cette barrière de la langue. Au final, on vient pour admirer un sportif ou un spectacle ou peu importe. Et du coup, on fait tomber ces barrières. On se dit pas, ah non, mais je vais pas applaudir parce que les Français sont en train d'applaudir aussi. Non, non, ils sont tous ensemble. Il y a une vraie communion. À moindre échelle, puisque c'est pas comme un stade de foot, hein. On va pas monter jusqu'à 10 000 personnes, mais 1000, 1500 personnes de toute origine qui scandent le prénom d'un catcheur ou qui chantent l'entrée d'un catcheur. C'est toujours impressionnant à voir. Alors justement, vous, vos fans ne sont pas seulement français, vous avez aussi des fans belges, allemands, anglais aussi. Ouais. Vous avez, en résumé, comment est-ce que vous trouvez le public allemand et comment trouvez-vous leurs qualités et leurs défauts? Alors, le public allemand est un public au début plutôt froid. Ils mettent un petit peu de temps à vous apprécier, parce qu'ils créent des chants, ils se mettent à parler français alors qu'ils ne parlent pas un, à les chanter pendant, mais c'est quand même assez impressionnant. Et les catcheurs allemands, leur qualité, c'est ça? C'était ça la question, leur rudesse en fait, ils sont costauds. C'est-à-dire qu'on peut vraiment y aller, je sais pas comment vous expliquer, avec une certaine retenue, parce qu'on n'essaye pas de mettre KO notre adversaire. Si on le met KO, faut être déçu, il n'y a pas cette histoire, on n'arrive pas à créer de tension ou d'émotion chez les gens. Du coup, à chaque fois qu'on met un coup, les Allemands ont cette particularité d'être costauds, comme je vous ai dit, de manger bien comme il faut et d'être quand même et donc du coup on peut y aller un peu plus, et les coups percutants, c'est vraiment une grosse qualité pour moi, parce que j'estime que ce côté sportif doit vraiment être mieux. Et on va apprendre à vous. À quoi ressemble votre quotidien? Je me lève, je petit déjeune comme tout le monde, je vais au travail. Quand je reviens du travail, je vais à la salle de musculation. Quand je reviens de la salle de musculation, je me lave encore une fois. Je me peu importe, je les copie quand j'en ai. Et puis la semaine, c'est comme ça. Je prends la route et je prépare ma semaine. Voilà, c'est une semaine avec très peu de sommeil et très peu de repos. Et qu'est-ce qui vous a amené au catch? Alors, j'étais petit. Je devais avoir 5-6 ans. C'était un samedi matin, je me suis levé de ma chambre, le premier, il y avait mon père qui était réveillé, et il regardait du catch à la télévision, et il y avait un catcheur très célèbre, The Undertaker, qui a pris sa retraite là dernièrement, 30 ans de service, et en fait son entrée m'a juste bluffé. J'avais 6 ans, j'étais super impressionnable, donc j'ai été super impressionné. L'écran s'est éteint, on a entendu des gongs, musique mortuaire, il est rentré avec des lumières violettes sur lui, les yeux révulsés. Je suis resté assis et j'ai admiré et j'ai aimé depuis ce jour-là, quoi. Undertaker, c'était aussi mon personnage préféré. On vous surnomme Tristan Archer, la French Revolution. Ça sort d'où, ça, exactement? En fait, quand j'ai catché aux États-Unis, mon premier passage aux États-Unis, mon premier show, j'étais avec des gens très connus et des gens qui avaient beaucoup d'expérience et qui avaient vu déjà pas mal de catcheurs venir de France ou qui étaient déjà venus travailler en Europe et donc en France. Et ils m'ont dit, on n'a jamais vu un catcheur français avec un tel niveau. C'était une sorte de révolution. Et du coup, je suis parti de là pour récupérer The French Revolution. Et quelles sont les qualités, selon vous, qu'il faut avoir pour être catcheur? Alors déjà, il faut avoir une bonne condition physique, ça, clairement, c'est indispensable, mais il faut aussi avoir une bonne mémoire et une bonne logique. Une bonne mémoire parce que, comme c'est sous-entendu, mais
c'est très codifié le catch et c'est des codes à respecter, énormément de codes à respecter. Donc si on n'a pas une bonne mémoire et qu'on commence à faire les mouvements de travers, en fait la personne ne peut pas nous lire et donc ça crée des quiproquos et forcément des blessures. Et puis une logique, c'est comment réussir à faire sa performance sportive tout en arrivant à avoir des interactions avec les gens, ce qui est super compliqué. Quand on fait un sprint, quand on fait un 100 mètres. Et ça reste toujours du partage aussi avec le public finalement. Merci beaucoup Tristan Archer d'avoir été avec nous sur Sensation pour nous parler notamment de votre lien avec l'Allemagne où on espère vous revoir très prochainement pour de nouveaux shows. Pas besoin de passeport ni de valise pour voyager, c'est à un voyage dans l'assiette que je vous invite à présent. Le chef pâtissier Christoph Löffel nous fait découvrir un gâteau allemand, la Forêt Noire. Zone Europe Voyage. Bonjour, moi c'est Christophe Löffel, chef pâtissier du restaurant Le Pont de Bran en Suisse de Macaron Michelin, chef pâtissier de l'année 2021 avec le Goemio. Alors aujourd'hui, on va parler d'un dessert qui me tient à cœur, c'est la Forêt Noire. C'est un dessert typiquement allemand et c'est un dessert où on a vraiment une recette qui est assez facile parce qu'on a en fait juste un biscuit, une crème et du chocolat. Donc en fait c'est vraiment un biscuit très typique de là-bas. On va dire que son histoire, ça vient. Moi, j'aime bien cette histoire du fait que, en fait, dans la Forêt Noire, le costume traditionnel en fait est blanc, noir et rouge. Et du coup, en fait, on retrouve en fait toutes ces couleurs dans le gâteau, avec justement la génoise qui est noire, le chocolat qui est noir, la chantilly qui est blanche et les cerises confites qui sont rouges. Donc en fait, dans ce gâteau-là, on a une génoise qui est à base d'œufs, à base de sucre, de farine, à base de cacao qu'on va cuire. On va en faire des tranches et en fait à l'intérieur on va mettre une chantilly au kirsch et cette chantilly au kirsch après on va aussi peut-être rajouter des cerises confites au kirsch à l'intérieur et au fait sur le dessus on va rajouter des copeaux de chocolat qui vont en fait représenter cette forêt noire avec plein d'éclats de chocolat et dessus on aura des petites rosaces de chantilly avec des cerises pareil au kirsch comme décoration sur le dessus. Donc c'est vraiment un gros classique. Moi j'adore ce gâteau, c'est super bon. Voilà. Les expressions populaires, coûter cher, les Français disent coûter un bras. Que disent les Allemands? Écoutez. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. En Allemagne, on dit ein Vermögen kosten, ce qui signifie coûter une fortune. Ce numéro spécial franco-allemand de Zone Europe est terminé. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles et au Fonds citoyen franco-allemand. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Et sur TV78, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Zone Europe. Bonne soirée. Zone Europe sur Sensation.